Tremblement 1. La Terre en perpétuelle agitation, une menace silencieuse. Depuis la nuit des temps, votre monde a tremblé, dans un bruissement souterrain qui résonnait jusqu'au cœur des montagnes. Mais ces secousses, qui n'étaient autrefois qu'un simple murmure dans la marche de l'univers, se sont amplifiées au fil des siècles, se transformant en rugissements violents qui mettent chaque jour la civilisation en péril. Ce n'était pas l'œuvre de divinités vengeresses ou d'esprits anciens cherchant réparation, c'était la nature elle-même qui se rebellait, poussée par des forces inconnues, peut-être trop longtemps négligées par les sages et les rois. Ce monde, autrefois terre de prouesses architecturales et de conquêtes grandioses, se voyait désormais réduit à un théâtre d'instabilité où même le sol sous les pieds des hommes n'était plus fiable. Les cités, jadis joyaux de la civilisation, étaient aujourd'hui des coquilles vides, des témoins silencieux de la grandeur passée. De grandes tours, défiant jadis les nuages, gisaient désormais à même le sol, éparpillés comme des jouets d'enfants. Chaque tremblement ramenait avec lui une vague de peur. Et cette peur n'était plus celle d'un événement isolé, mais d'un danger permanent, invisible et implacable. Les rues, autrefois animées par le commerce, les arts et la vie sociale, étaient devenues des lieux de superstition, où l'on murmurait que le prochain séisme pourrait bien être le dernier. Il n'y avait plus de repères, plus de sécurité. Les vieilles légendes, qui avaient longtemps bercé les rêves des enfants, ne parlaient plus de héros invincibles, mais de villes engloutis, d'empires déchus et de l'éternelle fragilité des hommes face à la puissance de la terre. Le ciel lui-même semblait s'être terni sous l'influence de cette menace constante. Le bleu éclatant des jours passés avait cédé la place à une teinte grise, comme si la poussière soulevée par les cataclysmes s'était accrochée aux cieux. Il y avait une lourdeur dans l'air, une sorte de résignation collective. Ceux qui avaient connu les jours fastes n'osaient plus rêver, et ceux qui étaient nés sous le règne de la terreur n'avaient jamais appris à espérer. Chaque matin était vécu comme une victoire temporaire, chaque coucher de soleil comme un adieu potentiel. Car dans ce monde en perpétuel tremblement, la seule certitude était l'incertitude elle-même. 2. Illyrien, la cité déchue, un microcosme de la ruine. Dans l'ombre des montagnes de Scar, Illyrien s'étendait autrefois, imposante et majestueuse, comme une étoile scintillante au milieu des vastes plaines. Les voyageurs, en approchant de la ville, étaient saisis par la vue de ces tours élancées, gravitant comme des sentinelles au-dessus de la vallée. L'on disait que dans ces rues pavées d'or et d'argent, les sages, les marchands, et les artistes se mêlaient dans une harmonie parfaite, créant un carrefour culturel unique. Mais cet Illyrien-là n'existait plus. Il ne restait que des ruines, des vestiges d'un rêve brisé par la terre elle-même. Les temples dômes d'onyx et les palais aux colonnes de marbre avaient été réduits à des tas de débris, et dans les failles béantes qui parcouraient la cité, on entendait encore, parfois, les échos lointains de la catastrophe. Aujourd'hui, seuls les plus téméraires, ou les plus désespérés, osaient arpenter les décombres de l'Illyrien. Des communautés nomades, composées d'anciens habitants et d'étrangers cherchant refuge, s'étaient installés à la périphérie de la ville, vivant de manière précaire dans des habitations de fortune, improvisées avec ce que la terre n'avait pas encore englouti. Ils reconstruisaient sans relâche, posant des pierres avec soin, mais le sol tremblait toujours sous leurs pieds, comme pour leur rappeler que rien n'était permanent ici. Parmi ces rescapés, les récits des anciens jours de gloire circulaient encore, racontés dans un mélange de nostalgie et d'amertume. On parlait de la grande bibliothèque d'Illyrien, où les plus grands érudits avaient jadis rassemblé la sagesse de plusieurs millénaires. On murmurait que certains de ces ouvrages, ensevelis sous les décombres, contenaient des secrets capables de sauver le monde, mais personne n'osait s'aventurer dans les entrailles de cette cité mourante, pour les récupérer. Malgré les années, l'esprit de résistance subsistait, mais il était érodé par la répétition des désastres. À chaque nouvelle secousse, une maison s'effondrait, une famille disparaissait, et la ville perdait encore un peu de son âme. Ce qu'il restait d'Illyrien n'était plus que l'ombre de ce qu'elle avait été. Les derniers dirigeants, des chefs de clan improvisés, ne gouvernaient plus que sur des ruines, et leurs discours autrefois pleins de promesses n'étaient désormais que de pâles tentatives de maintenir une illusion de contrôle face à l'inexorable. 3. Des cataclysmes qui réécrivent le monde.
Les tremblements de terre ne constituaient pourtant qu'un prélude aux véritables horreurs qui s'abattaient sur le monde. La géologie capricieuse n'était que le symptôme d'un mal plus profond, un dérèglement global qui allait bien au-delà des simples secousses. Lorsque le sol craquait sous l'intensité des forces en jeu, il libérait parfois des énergies insoupçonnées. De grandes failles s'ouvraient, vomissant des flots de magma qui brûlaient tout sur leur passage. Ces fleuves de feu, avançant avec une lenteur terrible et inexorable, recouvraient des hectares de terre, transformant des régions fertiles en déserts de cendres. Les fermes, les villages, tout disparaissait sous la fournaise. Les survivants racontaient qu'ils pouvaient sentir la chaleur à des kilomètres à la ronde, comme si le cœur de la planète s'était mis à battre plus fort, irradiant une colère incompréhensible. Mais plus terrifiant encore était ce que l'on nommait les hivers sombres. Lorsque la Terre se déchirait avec suffisamment de force, elle projetait dans l'atmosphère une telle quantité de poussière et de débris que le soleil lui-même s'en trouvait voilé. L'obscurité tombait alors sur le monde, transformant le jour en nuit, et la chaleur s'évaporait rapidement, laissant place à des températures glaciales. Les hivers sombres pouvaient durer des mois, voire des années. Les terres, privées de lumière, devenaient stériles. Les cultures périssaient, et les animaux migraient vers des régions plus clémentes, ou mouraient de froid. Ces périodes d'obscurité étaient d'une brutalité telle que seules les communautés les plus résilientes parvenaient à en sortir vivantes. Les villes côtières, autrefois prospères grâce au commerce maritime, étaient particulièrement vulnérables. Lorsque les mers s'étaient retirées dans les profondeurs des failles, elles laissaient derrière elles des squelettes de navires, échoués sur des plages devenues des déserts. C'est au cours de l'un de ces hivers sombres que le monde connut sa plus grande tragédie, le grand tremblement. Ce jour-là, les 7 cités du royaume de Var, bastion de la civilisation humaine, furent simultanément détruites. Ces cités, qui représentaient l'accomplissement ultime de l'ingéniosité humaine, disparurent en une nuit. Les tours de verre et de métal, les ponts suspendus et les machines prodigieuses qui peuplaient ces métropoles, tout s'effondra dans un silence assourdissant, sous les coups implacables de la terre. Ce fut un coup si brutal, si définitif, que même les plus optimistes commencèrent à douter de l'avenir de l'humanité. 4. La lente et douloureuse reconstruction. Les années qui suivirent le grand tremblement furent parmi les plus sombres de l'histoire humaine. Le monde, frappé par une destruction d'une ampleur inédite, sombra dans un état de désolation. Les survivants étaient dispersés, isolés, et la communication entre les différentes régions devint presque impossible. Les routes étaient impraticables, les ponts détruits, et les forêts jadis luxuriantes se transformaient en marécages mortels. Le commerce, autrefois moteur de l'économie mondiale, s'arrêta brutalement. Les villes qui avaient survécu à la catastrophe étaient coupées du reste du monde, obligées de se replier sur elles-mêmes pour survivre. La reconstruction s'amorça néanmoins, lentement, douloureusement. Mais il ne s'agissait plus de bâtir des cités grandioses, de chercher à toucher le ciel avec des gratte-ciel vertigineux. Cette époque était révolue. Désormais, les hommes construisaient à même le sol, des habitations basses, solides, faites de pierres lourdes et de mortier. Les rêves de grandeur avaient été abandonnés, remplacés par une soif de stabilité. La peur omniprésente d'un nouveau cataclysme imprégnait chaque acte de construction, chaque brique posée. Les anciens architectes, qui avaient autrefois conçu des édifices majestueux, se transformèrent en artisans prudents, concentrés uniquement sur la survie de leurs ouvrages. Les ornements, les fresques et les statues furent remplacés par des murs épais, des fortifications robustes. Les nouvelles cités, nées des cendres des anciennes, étaient austères, presque froides dans leur apparente simplicité. Dans ce monde où la beauté semblait avoir été éradiquée, l'art et la culture perdirent de leur importance. Ce qui comptait désormais, c'était de survivre. On cultivait des plantes résistantes, capables de pousser dans des sols appauvris. Les sciences, autrefois orientées vers la découverte et l'innovation, se concentraient sur l'essentiel, comment prédire les prochains tremblements, comment renforcer les bâtiments, comment stocker la nourriture pour les hivers sombres. L'âge d'or de la civilisation humaine était terminé, remplacé par une époque de pragmatisme froid et de survie acharnée.
5. Un dernier espoir, fragile et incertain. Malgré les ruines, malgré les catastrophes, l'humanité n'avait pas entièrement renoncé à l'espoir. Dans certaines enclaves, des communautés de penseurs, de rêveurs et d'aventuriers refusaient de croire que le monde était condamné à s'effondrer à jamais. Des légendes circulaient à propos de technologies anciennes, cachées dans les profondeurs de la Terre, qui pourraient restaurer l'équilibre du monde. Certains parlaient de machines oubliées, de villes souterraines où les tremblements ne se faisaient jamais sentir, protégées par des mécanismes antiques que seuls les plus sages pouvaient comprendre. Ces histoires, bien que souvent exagérées, suffisaient à rallumer la flamme de l'espoir dans le cœur de quelques audacieux. Des expéditions furent organisées, des hommes et des femmes partirent à la recherche de ces mythes enfouis sous les décombres du passé. Les rares qui revenaient racontaient des récits troublants, des grottes où la lumière du jour ne pénétrait jamais, des souterrains infestés de créatures monstrueuses, et des machines anciennes, oubliées depuis des millénaires, qui pulsaient encore d'une énergie inconnue. Pourtant, aucune solution ne semblait à portée de main. Les découvertes étaient fragmentaires, incomplètes, comme si le temps avait délibérément effacé les réponses aux questions les plus cruciales. Mais pour ces explorateurs de l'impossible, le simple fait de continuer à chercher représentait déjà une victoire. Car tant qu'il restait quelque chose à découvrir, tant qu'il existait un mystère à élucider, l'humanité n'était pas totalement condamnée. C'est dans cette quête fragile et incertaine que se jouait le futur du monde. Il n'y avait aucune garantie de succès, aucune certitude que ces artefacts oubliés puissent inverser la destruction continue. Mais face à l'ombre des cataclysmes passés, cette maigre lueur d'espoir représentait tout ce qui restait à l'humanité.